Bienvenue à tous dans cette nouvelle analyse où on va plonger au cœur d'un sujet médical vraiment fascinant, l'insuffisance cardiaque. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe de façon très visuelle, imaginez un peu la situation. On a un moteur qui commence à fatiguer et à côté de ça, un mécanicien super bien intentionné, mais alors beaucoup trop zélé. Qu'est-ce qui se passe quand notre pompe principale, le cœur, commence à faiblir et que les systèmes de secours du corps en font tellement qu'ils les aggravent carrément le problème? Eh bien, c'est exactement cette mécanique, ce paradoxe incroyable qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bon, voici notre petit plan de route, histoire de ne pas se perdre. On va d'abord définir ce qu'est vraiment l'insuffisance cardiaque. Ensuite, on verra les 3 piliers du cœur, le système de secours hormonal, le danger de la congestion, les 4 stades cliniques, et enfin, comment on traite tout ça. Allez, on y va. On attaque direct avec la première question. C'est quoi, au juste, l'insuffisance cardiaque? Souvent, on a tendance à croire que l'insuffisance cardiaque, c'est juste le cœur qui est fatigué, qui n'arrive plus à suivre la cadence. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment démystifier cette idée. C'est l'effet combiné d'une faiblesse chronique du cœur, oui, mais surtout des tentatives désespérées de notre corps pour compenser ce manque avec tout un tas d'hormones. En gros, nos signaux de détresse interne, qui sont censés nous sauver la vie, finissent par emballer la machine et détruire le système. C'est fou, non? Alors pourquoi on en arrive là? Il y a plein de causes possibles. Le problème peut être systolique. Ça veut dire que le cœur est devenu trop grand, trop dilaté pour se presser correctement. Ça peut être diastolique. Là, le muscle est devenu super rigide, il refuse de se détendre pour laisser entrer le sang. Ou alors, le souci vient des valves. Des valves qui vieillissent, qui s'infectent ou qui rétrécissent. Mais vous savez quoi? Qu'il s'agisse d'un problème pour se contracter, pour se relâcher ou d'une fuite, le résultat est toujours le même. Notre moteur s'essouffle. Ce qui nous amène à la mécanique pure, les 3 piliers du cœur. Le truc crucial à retenir, c'est que le débit cardiaque, donc la quantité de sang qui est propulsée dans le corps à chaque seconde, dépend de 3 piliers fondamentaux. C'est comme un trépied. Si on comprend le fonctionnement de la précharge, de la post-charge et de la contractilité, en fait, on a compris tout le fonctionnement du cœur. Le premier pilier, c'est la précharge. Derrière ce mot un peu barbare se cache une idée super simple. C'est juste l'étirement des fibres du cœur, juste avant qu'elles ne se contractent. Imaginez un ballon de baudruche que vous remplissez d'eau au robinet. Plus il y a d'eau qui rentre, plus la paroi du ballon s'étire. C'est exactement pareil pour notre cœur. Et là, la fameuse loi de Frank Starling nous montre un principe mécanique absolument génial. Comme avec un élastique, plus les fibres cardiaques sont étirées par le sang qui arrive, plus elles vont se contracter fort pour tout expulser. C'est parfait comme adaptation. Enfin, jusqu'à un certain point. Parce que si on tire trop sur l'élastique, paf, il perd sa force, et là, le débit s'effondre. Passons au deuxième pilier, la post-charge. Pour faire simple, c'est la résistance que notre pompe doit vaincre pour réussir à pousser le sang dehors. Si on reprend notre histoire de plomberie, c'est la pression à l'intérieur des tuyaux. Si vos vaisseaux sanguins sont tout serrés ou super rigides, le cœur va devoir fournir un effort monumental juste pour faire circuler le sang. C'est exactement l'idée derrière ce que nous montre cette relation de Laplace. La tension sur la paroi du cœur dépend de la pression, de la taille du cœur et de l'épaisseur du muscle. Donc, un cœur qui est énorme, tout dilaté, avec des parois super fines, il va subir un stress physique énorme. Il va s'épuiser à la moindre résistance. Et enfin, le troisième pilier, la contractilité. Là, on parle de la puissance pure, la force brute du muscle en lui-même, peu importe la quantité de sang ou la résistance en face. C'est la vitalité de base du moteur, stimulée par notre système nerveux et par le calcium. Très bien, passons maintenant à l'élément perturbateur, le système de secours hormonal. Voyons un peu comment tout ça déraille. Ça se passe en 3 temps. D'abord, on a un cœur qui s'abîme ou qui faiblit. Face à cette baisse de régime, l'organisme sonne l'alarme générale et déclenche une réponse hormonale d'urgence. Sauf que ce mécanisme de survie pète complètement les plombs et on arrive à l'étape 3, une surcompensation totalement hors de contrôle. C'est notre fameux mécanicien trop zélé. Le corps va alors balancer un vrai cocktail explosif dans le sang. Il va resserrer les vaisseaux sanguins à fond, il va ordonner aux reins de garder le maximum d'eau et de sel possible et il va faire battre le cœur à toute vitesse. L'intention de base, elle est bonne, c'est pour maintenir la pression et sauver les organes, mais gardez ça en tête, retenir des litres d'eau tout en forçant le sang à passer dans des tuyaux rétrécis, ça rajoute une charge de travail effroyable à un cœur qui est déjà en train d'agoniser. Et c'est là qu'on arrive au danger principal, la congestion. Faisons une petite pause. Posez-vous la question, comment un système prévu par la nature pour nous sauver la peau peut-il au final nous tuer? C'est visuellement très clair. Sous l'effet de toute cette pression énorme, la performance du cœur dégringole. La courbe glisse vers le bas et vers la droite. Le muscle n'en peut plus, il est littéralement noyé sous l'effort. On est en plein dans ce qu'on appelle un état de bas débit.
La conséquence de tout ça, c'est que le sang n'avance plus. Il stagne. Si c'est le côté gauche du cœur qui galère, l'eau remonte et inonde les poumons. Si c'est le côté droit, ça s'accumule dans le reste du corps, genre dans le ventre ou les jambes. Cette stagnation toxique, causée par les hormones de secours, c'est ça qu'on appelle l'insuffisance cardiaque congestive. Passons maintenant aux 4 stades cliniques de la maladie. Pour mesurer à quel point c'est grave, les médecins utilisent un système super simple en 4 étapes. Le stade 1, on ne remarque rien, on vit normalement. Le stade 2, on commence à être un peu essoufflé en bougeant. Le stade 3, c'est très galère. Le moindre petit effort, comme faire quelques pas, devient épuisant, même si on est bien en repos. Et enfin, le stade 4, c'est le pire. La machine est tellement noyée que la personne manque d'air et souffre, même assise sur son canapé sans rien faire. Heureusement, il y a des solutions. Voyons les stratégies de traitement. Le but du jeu pour les médecins, c'est d'attaquer le problème sur tous les fronts. Déjà, on donne des diurétiques. Ça fait faire pipi pour évacuer l'eau en trop et soulager la pression. Ensuite, on peut donner des médicaments pour booster la force de la pompe. Mais le plus important, la vraie clé pour freiner la maladie, on utilise des bêta-bloquants pour bloquer les fameux signaux d'urgence du corps. En gros, on force notre mécanicien trop stressé à prendre des vacances et à se taire, ce qui stoppe le cercle vicieux. Bon, parfois, à l'hôpital, on est quand même obligé de donner des fluides par perfusion. Mais attention, c'est ultra délicat. Il faut utiliser des poches d'eau très spéciales, contenant du sucre, le dextrose, et surtout quasiment aucun sel. Le but, c'est d'hydrater sans jamais, au grand jamais, rajouter du sodium dans un corps qui est déjà en train de se noyer. C'est un vrai travail d'équilibriste, pas vrai? En calmant les tuyaux, en aidant le muscle et en faisant taire les alarmes de panique, on redonne de l'espoir. Mais la grande question reste ouverte. Est-ce que ce savant mélange chimique permet de vraiment réparer le moteur à long terme, ou est-ce qu'on ne fait que gagner du temps contre l'usure naturelle? C'est tout le défi fascinant de la médecine moderne. Merci d'avoir suivi cette explication avec nous, et on se retrouve très vite pour décortiquer d'autres mystères.